spécial Ramadan sur la Sen TV. Sen TV vous souhaite Ramadan Moubarak. Donc, apprenez les leçons, écoutez les professeurs, prenez acte de ce qu'on vous enseigne. Et demain, je suis convaincu que je vais fêter après les bacs que nous avons 98 ou 100%. Prions en ce mois béni de Ramadan pour que vous tous vous réussissiez. Dites Amin, Amin, Amin. Je vous remercie de votre aimable attention. Habiles, experts en promesses qu'ils savent eux-mêmes ne tiendront jamais. Alors que le politique, justement, mais c'est celui dont l'action est inséparable de l'éthique. Donc on est fondé à dire véritablement qu'avec de telles initiatives, M. Souleymane n'est pas seulement un politique, mais il est également un acteur notoire au service du développement de sa propre communauté. Ne serait-ce que pour ça, vous devez lui dire merci 100 000 fois. Dieu sait que quand il a fait appel à moi, je lui ai dit, Souleymane, je suis débordé, je n'ai pas une minute, mais connaissant sa passion pour la jeunesse faticoise, il m'a dit, si tu me fais ça, ça va être la catastrophe. Et je lui dis qu'il pleuve, qu'il neige, si je devais ramper, alors je vais ramper pour venir te retrouver chez nous, chez moi, pour qu'ensemble nous fassions le travail. Mais remercier également mon directeur, celui du CRFPE. Pourquoi mon directeur? Parce que je suis au niveau du CRFPE Dakar. Et donc de la même manière que Yoronia est mon directeur, ici pour moi il est Yoronia. Donc c'est mon directeur. Et je lui témoigne toute ma gratitude parce que ce n'est pas tout le temps que les gens acceptent, malgré leurs contraintes, d'honorer leur présence des activités similaires. Ils peuvent facilement vous mettre la salle à la disposition, mais généralement ils ne sont pas là. Mais lui, il a compris cet intérêt pour l'éducation et je crois qu'on ne peut que s'honorer vivement de sa présence parce qu'il n'était pas obligé physiquement d'être là. Également remercier tous les collègues qui ont fait le déplacement. Un autre également grand patriote qui fait un travail remarquable au niveau de Gagnaï. Hein, je crois que son mouvement s'appelle Paul Djefiakar, c'est bien ça? Voilà, Ousmane Ndiaye qui est à Gagnaï, qui m'a invité plusieurs fois et qui entreprend des actions un peu similaires à celles que nous réunissons ici aujourd'hui. Donc les autres collègues, les collègues de Djouroup et tous les collègues qui sont là, même si je ne connais pas leur nom, je suis déjà passé à Djouroup sur l'initiative de Lamine Diouf l'année dernière, donc vous lui passerez mon bonjour et à tous ceux qui sont là-bas. Donc comme il dit, c'est de grands détours de hors sujet, mais pour en arriver simplement à l'essentiel. Mon frère me disait, mais Khana, tu as peur? Je lui dis, j'ai peur que... Parce que quand tout le monde attend de vous que vous disiez des choses, il est forcément normal que vous soyez installé, mais de ce sentiment de peur. Je ne dirais pas j'ai peur, mais je dirais je suis angoissé au sens sartrien. Parce que Sartre dit la peur, elle bloque. La peur, elle inhibe. La peur, elle empêche d'exprimer vos potentialités. Alors que celui qui est angoissé, mais c'est simplement que cette angoisse découle de la prise de conscience de ses responsabilités. Donc je n'ai pas peur, je suis angoissé. Pourquoi je suis angoissé? Parce que je luis tellement de lueurs d'espoir, d'attente, d'espérance en vous, mais que je prie le bon Dieu, par la grâce de mon vénérable Maître Hamadou Bamba, qu'il me donne les forces de parce que je m'en voudrais énormément de vous décevoir. Et donc je ne peux que prier pour que véritablement ces espoirs placés en notre modeste personne soient véritablement réalisés et couronnés de succès. Une manière également de reprendre ce que j'ai l'habitude de dire. C'est vrai que je suis complètement mort quand il m'a regardé, mon frère Amadou, il me dit, mais grand dingue, j'ai appris que tu étais à Niakhar, m'a poigné. Il faut que tu viennes, je n'ai aucune dalle. Mais il paraît que tu viens à Fatick, mais ça c'est pour Souleymane. Quelle heure? 15h. Croyez-moi, il me dit, bon, au lieu de quitter Dakar midi pour arriver à 15h, tu viens à Niakhar à 9h, comme ça tu fais la conférence, quand tu finis, je n'avais pas le choix, donc je sors de Niakhar comme ça, j'ai la voix pratiquement éteinte, mais je dis c'est simplement pour la bonne cause. Hein? Donc en entrant ici, j'étais très fatigué, mais croyez-moi, j'ai oublié complètement ma fatigue. Et à mon tour, je vous demande d'attacher très fort vos ceintures. Moi, M. Diouf, M. Cabral, on va s'envoler dans ce vaste champ de la philosophie. On va ressusciter Socrate. Parce que cette atmosphère qu'il a créée, c'est l'atmosphère dans laquelle la philosophie est née. Ils savent très bien que la philosophie n'est pas née dans des salles de classe. La philosophie ne s'est pas développée dans un cadre formel. Le lieu, le réceptacle premier de la philosophie, c'est l'agora, l'espace public. Souleymane est sans doute un philosophe, un disciple de Socrate, pour nous sortir tous des contraintes des salles de classe, pour nous amener dans cette salle de l'esprit-là, qui sera le réceptacle d'une résurrection de Socrate. Socrate n'est pas mort, il est là devant vous. C'est moi, c'est lui, c'est M. Cabral. Il va se réveiller. Mais oui, jeunes gens, parce que j'ai l'habitude de dire que la philosophie, elle est une affaire de flamme.
elle est une affaire de passion. Et je le fonde sur Hegel, il le sait très bien. C'est Hegel qui parle de feu sacré. Hegel dit la philosophie, elle est une affaire de feu sacré. Ça veut dire quoi? Tant que cette flamme et cette passion ne vous animent pas, vous ne pouvez pas philosopher. Et donc, moi, comme tous mes collègues, cette flamme brûle déjà en nous. Ce que je peux souhaiter, c'est que cette flamme qui brûle en moi et en les autres, qu'elle allume d'autres flammes en vos cœurs et que la convergence de nos flammes puisse faire une bûche géante qui va éclairer tout Fatick, illuminer son ciel pour qu'au soir du 29 mai, on s'en sorte avec des 15, des 16, des 17 et des 18. Maintenant, venons-en à l'essentiel. Vous avez commencé l'aventure, en particulier, par visiter les différents domaines. Vous savez qu'il y a 4 domaines, on les rappelle. Le premier, le domaine numéro 1, il porte sur la réflexion philosophique. Le domaine numéro 2, il prend en charge la problématique de la vie sociale. Le domaine numéro 3 est articulé à la problématique de la réflexion sur l'art, l'esthétique. Et enfin, le domaine dernier, le domaine numéro 4, qui à son tour prend en charge la réflexion philosophique sur la science. Et quand la philosophie réfléchit sur la science, vous le savez, ça s'appelle de l'épistémologie. Maintenant, au niveau du premier domaine, le domaine numéro 1. Nous savons que vos professeurs, en particulier l'excellent Cabral, que nous côtoyons bientôt depuis 2 ans, ont déjà installé l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Donc ce que nous allons faire, c'est revenir sur les articulations essentielles, revoir les acquisitions indispensables avant de passer aux différents autres domaines. Donc dans le domaine numéro 1, c'est vrai que vous avez commencé par la question de l'origine et des conditions d'émergence de la pensée philosophique. C'est bien ça. Mais il est évident que pour les besoins de cette séance, nous ne retrouverons pas cette question-là, parce que c'est une question qui tient plus de l'histoire de la philosophie que de la philosophie elle-même. Donc nous ne fonderons pas notre propos inaugural sur la prise en charge de cette leçon sur la pensée philosophique et ses conditions d'émergence. Nous porterons notre intérêt sur la fameuse question que j'ai l'habitude d'appeler la question des questions, vous l'avez compris, et qui n'est autre que la question « qu'est-ce que la philosophie ?» À cette question-là, je n'insiste pas. Il a été dit à chacun d'entre vous que c'est une question à laquelle, de toute manière, on perdrait son temps à vouloir donner une réponse rigoureuse. Pourquoi on perdrait son temps à donner à la question « qu'est-ce que la philosophie ?» une réponse rigoureuse? Mais parce que vous le savez, à l'opposé de la plupart des autres modes d'approche du réel, la philosophie a la particularité, elle et elle seule, je dis, d'être rebelle à toute forme de capturation définitionnelle. Et quand nous disons de la philosophie qu'elle a la particularité d'être rebelle à toute forme de capturation définitionnelle, ça ne veut pas dire que la philosophie ne puisse pas être définie, mais ayez plutôt l'habitude de dire qu'on ne peut pas assigner à la philosophie une définition rigoureuse. Maintenant, il y a 1000 raisons qui contribuent à faire en sorte que la philosophie ne soit pas définissable d'emblée. Mais j'ai l'habitude, à l'entame de mon propos, de faire cette belle invocation que j'emprunte à Karl Popper, qui un jour avait l'habitude de dire, j'ouvre les guillemets, mais que tout projet de définition rigoureuse de la philosophie est dès le départ condamné à un échec certain. Et lorsque Karl Popper avait l'habitude de montrer, j'ouvre les guillemets, que tout projet de définition rigoureuse de la philosophie est dès le départ condamné à un échec certain, quand on lui demandait pourquoi, il filait une belle métaphore, celle du pêcheur. Il disait, mais parce que celui-là qui est sur le point de dire qu'est-ce que la philosophie et d'assigner à la philosophie une définition exhaustive, Karl Popper dit, il est exactement dans la posture incongrue d'un pêcheur, mais dont la particularité, disait Popper, est que quel que soit son talent de pêcheur, quelle que soit la qualité de son outillage, de ses filets, il disait, ce pêcheur-là, il est obligé de rentrer bredouille. Rentrer bredouille, ça veut dire, mais sans capturer le moindre poisson. Et quand on demanderait à Popper pourquoi ce pêcheur, entre guillemets, qui serait à la quête de ce poisson appelé philosophie, serait-il condamné à rentrer le panier vide, Popper répondrait en disant, mais eh bien, toujours de manière imagée, parce qu'il a affaire à un poisson spécial, faisant que, quel que soit son talent et son habileté à lui de pêcheur, quelle que soit la qualité de ses filets, il dit, il a affaire à un poisson spécial qui se glissera entre les mailles au point qu'il est obligé de rentrer bredouille. C'est un langage imagé, vous l'avez compris, mais qui montre simplement l'impossibilité à répondre à la question « qu'est-ce que la philosophie ?» Mais parmi toutes les raisons qu'on pourra invoquer, Dieu sait qu'elles sont nombreuses, j'ai l'habitude de demander à mes potages qu'on en retienne essentiellement 3. 3 raisons, je dis, faisant qu'on ne peut pas dire
qu'est-ce que la philosophie, faisant qu'on ne peut pas assigner à la philosophie une définition rigoureuse. La première raison, c'est qu'à l'opposé des sciences particulières, qui se spécialisent chacune dans l'étude de tel ou tel aspect de la réalité, vous le savez, la philosophie, sa première détermination, c'est que donc à l'opposé de ces sciences particulières, elle n'a pas d'objet d'étude spécifique. Parce que ne l'oubliez pas, lorsqu'on nous pose la question, qu'est-ce que la philosophie? On ne demande ni plus ni moins, mais que de produire une définition de la philosophie. Rappelez-vous, c'est Platon déjà qui demandait de faire la différence entre deux questions. Ce qu'il appelait la question mondaine, qu'est-ce qui, et ce qu'il appelait la question proprement philosophique, qu'est-ce que, parce que là où il y a qu'est-ce que, il y a impératif de production d'une définition. Et donc, à partir du moment où répondre à la question qu'est-ce que la philosophie, c'est définir la philosophie, il va de soi que la vraie question initiale à laquelle on devrait répondre devrait consister mais à se demander qu'est-ce que définir. Et lorsqu'on se poserait le mot qu'est-ce que définir d'abord avant de l'appliquer à la philosophie, on se rendrait compte que ce mot français, en tout cas comme les mots authentiques, originels du français, formés ou bien du latin ou du grec, ici en l'occurrence le mot définir, on nous dit qu'il est formé du latin D-E, plus loin, finesse, F-I-N-E-S. Des finesses que l'on traduit par délimiter, borner, clôturer, tracer des frontières. Bref, quand il s'agit de définir, il y a toujours l'idée d'une clôturation d'un champ de vérité. Il y a l'idée de dire où commence telle chose et où s'arrête-t-elle. Vous êtes d'accord avec moi que cette entreprise définitionnelle, lorsqu'on l'applique aux sciences particulières, elle est vite réglée. Parce que dans chacune de ces sciences, je vous l'ai dit, chacune de ces sciences n'a qu'un seul et unique objet d'étude qui lui appartienne en propre. À la question, qu'est-ce que la géographie? Votre professeur de géographie ne prendra pas le temps de M. Cabral ou de Amadou pour dire qu'est-ce que la géographie. Il fera un travail mental consistant à dire quel est l'objet d'étude de la géographie, en tout cas de la géographie physique. Si mes souvenirs de l'école primaire sont bons, je crois qu'il dira la géographie physique, elle étudie la structure de l'écorce terrestre. C'est bien ça? Et en disant que la géographie est cette discipline qui étudie la structure de l'écorce terrestre, il a exhibé son objet d'étude et en même temps, il a borné, délimité, tracé les frontières de la géographie physique. Et vous avez l'intelligence de comprendre, comme je l'ai dit, pourquoi le raisonnement que je viens de faire n'est pas opératoire en philosophie. Essayons de nous poser la question, quel est l'objet d'étude de la philosophie? Et on se rendrait compte qu'on serait dans l'impossibilité d'exhiber un objet et de dire voilà l'objet d'étude de la philosophie. Cela signifie quoi? Que le premier écueil quasi insurmontable qui se dresse devant celui qui veut répondre à la question qu'est-ce que la philosophie, c'est qu'il est obligé de se rendre compte que si la philosophie est un discours, elle est un discours total. Si la philosophie est une pensée, elle est une pensée de la totalité. Mais dans les deux cas, discours total ou pensée de la totalité revient à montrer le fait que la philosophie est un discours englobant et en tant que tel, c'est un discours qui ne laisse en dehors de lui-même aucun aspect du réel. Et si donc la philosophie, dans son geste premier, est déjà une tentative de compréhension, de saisie rationnelle de tous les aspects, toutes les dimensions, toutes les manifestations de l'existence, vous comprendrez qu'il est rigoureusement impossible d'assigner à la philosophie un objet d'étude spécifique et par conséquent de lui assigner une définition et par conséquent d'opérer un tracé des frontières de la philosophie. Celle qui est en face de moi, si je lui dirais quel est l'objet d'étude de la philosophie, elle serait fondée à me dire oui, la philosophie est une réflexion sur la vie, je dirais très bien. À la même question, sa voisine serait également fondée à me dire la philosophie est une réflexion sur la mort, l'autre sur l'art, l'autre sur la guerre, sur la littérature, bref. Il n'y a rien que fasse l'homme, mais qui soit en dehors de la prise en charge philosophique. Et par conséquent, à partir du moment où la philosophie, elle pense le tout, il est rigoureusement impossible de la définir, de dire où est-ce qu'elle commence et de dire où est-ce qu'elle s'arrête. À cette première raison, la deuxième, on va la chercher chez Emmanuel Kant, le philosophe allemand du siècle des Lumières, grand philosophe de l'éducation. C'est Gilles Deleuze qui rapporte de manière célèbre l'anecdote selon laquelle un matin, Emmanuel Kant, un de ses étudiants, il a drôle d'idée de lui dire à l'université de Kölnsberg en Allemagne, mais que professeur, voilà quelques semaines que nous déroulons des enseignements, mais M. Kant, semble-t-il, il y a une question
initiale à laquelle n'ont pas répondu la question qu'est-ce que la philosophie? Gilles Deleuze raconte que Kant bondit de son siège de fauteuil de professeur, mais pour lui dire jeune homme, ne me demande pas qu'est-ce que la philosophie, c'est moi qui ai envie de te demander où est la philosophie. Et Kant dit la philosophie, elle n'existe pas. Vous l'avez compris lorsqu'il souligne l'article en lui disant ne me demande pas qu'est-ce que la philosophie, où est la philosophie, elle n'existe pas. Emmanuel Kant était en réalité en train de le dire. Je ne peux pas dire qu'est-ce que la philosophie, parce que dans la réalité, la philosophie ne se conjugue pas au singulier, mais qu'elle se conjugue au pluriel. Ou en termes simples, Kant était en train au fond de lui dire il n'y a pas une philosophie, mais des philosophies. Et il va de soi que s'il n'y a pas une, mais des philosophies, nous n'aurons pas une définition, mais plusieurs tentatives de définition de la philosophie. À ces deux premières raisons, l'absence d'objet d'étude propre, la deuxième, la pluralité des systèmes, la troisième qui est liée à celle-là d'ailleurs, c'est qu'au fond, à l'opposé de la science, vous le savez très bien, la science gouvernée par le consensus, la science gouvernée par l'accord des esprits compétents, la philosophie, si je tendais le micro à n'importe lequel d'entre vous, il me dirait que la philosophie, elle récuse toute forme de consensus, elle récuse toute forme d'accord. Ça veut dire quoi? À l'opposé de la science, elle est gouvernée par la querelle, la dispute, la controverse entre les systèmes, faisant qu'en philosophie, et en philosophie seulement, vous le savez, les systèmes se construisent, mais en se détruisant. Et dire qu'en philosophie, et en philosophie seulement, les systèmes se construisent, mais en se détruisant, c'était une manière de montrer simplement l'impossibilité pour les philosophes eux-mêmes, mais de s'accorder sur ce qu'est la philosophie. Vous vous rappelez tous de cette belle métaphore kantienne, je crois, lorsqu'il assimilait globalement le champ de la philosophie à une sorte d'arène, vous vous en souvenez, où des gladiateurs se livreraient à des duels, des combats meurtriers, mais au terme desquels il n'y aurait jamais ni vainqueur ni vaincu. Et lorsque globalement, Emmanuel Kant assimilait l'histoire de la philosophie à une sorte d'immense champ de bataille où s'affronteraient des théories opposées, mais il n'y a jamais ni vainqueur ni vaincu, Kant était en train de dire quoi? On perdrait son temps de toute manière à dire ce qu'est la philosophie, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, les philosophes eux-mêmes revendiquent chacun une définition de la philosophie selon l'orientation de leur pensée, faisant qu'on aurait presque autant de philosophes, mais que de tentatives de définition de la philosophie. Et je vous l'ai dit, pour l'essentiel, c'est des définitions, mais totalement contradictoires. Prenons les exemples les plus usuels chez nous dans nos pratiques de classe de terminale. À n'importe lequel d'entre vous, si je demandais, je l'espère vivement, qu'est-ce que philosopher chez Platon, n'importe lequel d'entre vous, je l'espère et le souhaite vivement, me répondrait que chez Platon, l'acte de philosopher n'est rien d'autre qu'un apprentissage de la mort. Mais lorsque Platon a fini de dire que philosopher, c'est apprendre à mourir, au sens où le philosophe est celui-là qui a une attitude de mépris, de dédain à l'égard des plaisirs du corps, celui-là donc qui tourne le dos aux plaisirs du corps et du monde pour vivre par son âme dans la méditation, dans la réflexion, cette définition-là, elle n'a pas de validité universelle. Lorsque vous interrogez un autre, je pense à celui que j'appelle entre guillemets ces sortes de sasailles de la pensée appelé Nietzsche. Lorsque vous lui direz, mais qu'est-ce que philosopher? Là où Platon dit, le philosophe, il doit mépriser le corps, tourner le dos au plaisir de ce monde pour vivre dans la pensée. Vous posez la même question à Nietzsche, il vous dit, mais Platon, c'est un marabout, un prêtre égaré dans la philosophie. Nietzsche dit, mais chassez Platon du terrain de la philosophie. Parce qu'il dit, quelle est cette drôle d'idée que le philosophe tourne le dos au plaisir du monde? Nietzsche enseigne, j'ouvre les guillemets, philosopher, c'est adorer inconditionnellement la vie. Quel rapport y a-t-il entre ces deux définitions? La première, celle de Platon, nous demandant de tuer le corps, et la seconde, celle de Nietzsche, nous disant que philosopher, c'est mordre dans la vie à pleines dents, c'est adorer inconditionnellement la vie. Vous êtes d'accord avec moi que ces deux définitions totalement contradictoires? Quelle est la bonne, quelle est la mauvaise? C'est la question, on vous l'a dit, qu'il ne faut jamais se poser, parce que rappelez-vous tout de suite, il y a quelques secondes, avec Emmanuel Kant, champ de bataille, théorie opposée, mais jamais ni vainqueur, ni vaincu. Donc ces trois arguments, si nous en faisons la somme, d'abord 1, l'absence d'objet d'étude propre, 2, la pluralité des systèmes, 3, la non-convergence des points de vue, mais tous ces trois arguments manifestent quoi? La dimension essentielle de la philosophie. Et quelle est cette dimension essentielle de la philosophie? Mais c'est son aspect de profonde personnalité. Et parler de cet aspect de profonde personnalité de la philosophie, mais signifie que en philosophie, chaque auteur imprime à sa pensée les marques de son propre génie et que chaque pensée est, comme j'ai dit, l'expression d'une vision du monde, mais propre à un auteur.
Et cet aspect profondément personnel, rendant impossible une définition unanime de la philosophie. Si je devais en trouver une illustration, je vais toujours la trouver dans la représentation des nourrices terrestres d'André Gide, où il parle de Nietzsche, où il montre un garçon tellement séduit, émerveillé par le discours de Nietzsche, qu'à la fin d'une de ses conférences, le garçon se met à courir derrière lui en lui disant « Mais franchement, je suis sous le charme de ton éloquence. Je voudrais que tu sois mon maître et que moi, je sois ton disciple. » Et quand le garçon lui dit « Je veux que tu sois mon maître, que je sois ton disciple. » Et le garçon ajoute « Je veux surtout que tu me montres le chemin pour bien philosopher. » Une fois, deux fois, à la troisième interpellation, Nietzsche s'arrête et regarde le garçon et lui dit « Mais jeune homme, tu me déçois. Quand tu me demandes d'être ton maître et que moi, je sois ton disciple, quand tu me demandes de te montrer le chemin pour bien philosopher, tu me déçois. » Le garçon lui dit « Pourquoi je te décevrai ?» Il dit « Mais parce que tu n'as rien compris à mon enseignement. Dès le départ, jeune homme, je me suis moi-même défini comme philosophe. Et en tant que philosophe, dit-il, j'écris avec mon sang, S-A-N-G. » Et il dit « Mais Dieu sait que ceux qui écrivent avec leur sang ne peuvent pas et ne doivent pas être imités. » Il ajoute au garçon « Tu me demandes d'être ton disciple, que je sois ton maître. Mais qu'est-ce que tu fais de la plus belle des leçons de pédagogie que vous ont transmises vos professeurs ?» Nietzsche lui dit « Mais la plus belle leçon de la pédagogie, c'est de comprendre dès le départ que ce ne sera jamais rendre service à son maître que de continuer éternellement à être son disciple. » Il lui dit « Le plus grand service que tu peux me rendre, ce n'est pas de répéter après moi ce que j'ai dit et écrit, mais le plus grand service que tu peux me rendre, c'est de me tuer. » Mais quand il dit de me tuer, que les peuples ne comprennent pas, de me loger une balle dans la tête. Quand il dit le plus grand service que tu peux me rendre, c'est de me tuer, ça veut dire quoi? C'est de me détruire. Quand tu m'auras détruit, tu m'auras tué, mais quand tu m'auras tué, je vais renaître en toi, mais quand je renais en toi, c'est sous la forme du bâtisseur de ta propre pensée. Il ajoute, tu me demandes le chemin pour bien philosopher. Jeune homme, écoute ce que je vais te dire. En philosophie, il n'y a pas de chemin, il n'y a que ton chemin, et c'est à toi de l'inventer. Vous l'avez bien compris, quand il lui dit, en philosophie, il n'y a pas de chemin, il n'y a que ton chemin, et c'est à toi de l'inventer. C'était une façon de lui dire quoi? Que la philosophie, elle est d'abord et avant tout l'affaire personnelle du philosophe. Et donc, quelle est la conclusion à laquelle nous sommes obligés de parvenir et à laquelle vous êtes parvenus avec mes collègues? En faisant tout ce parcours-là et en faisant la somme des trois arguments, résumés par la dimension profondément personnelle de la philosophie, on est obligé d'en arriver à la conclusion que la particularité de la philosophie, c'est qu'elle n'admet pas de définition unanime et universelle. Et quand vous arrivez à la conclusion que la philosophie n'admet pas de définition unanime et universelle, c'est une manière de montrer que quelle que soit la définition que l'on pourra donner, cette définition, elle ne sera que celle de tel ou de tel auteur. Or, vous êtes d'accord qu'on n'est jamais fondé, par exemple, à prendre la définition d'un Kant, d'un Platon, mais pour la considérer comme la définition globale de la philosophie. C'est pourquoi on sera même autorisé à dire que toute volonté de définition rigoureuse de la philosophie est exactement une trahison, un assassinat, mais de la philosophie elle-même. C'est des sortes de feuilles intellectuelles. Et des idées toutes faites, moi et madame, des idées à l'élaboration desquelles, moi-même, je n'ai pas pleinement participé. Un feu de vous le savez, même dans la réalité, mes amis, il est rarement immédiatement commode à vos dimensions. Un feu de qu'est-ce que vous avez souvent besoin de faire? De le retailler, de le remodeler pour l'adapter à nos dimensions. Donc, de la même manière, le philosophe, en disant mon passé intellectuel est un passé d'idées toutes faites, il ajoute les idées toutes faites, elles sont toujours mal faites. Comme elles sont toujours mal faites, je les détruis et les ayant détruites, je les reconstruis de façon rationnelle. Vous suivez? Cela signifie donc que le philosophe, qu'est-ce qu'il commence par faire? Mais table rase. Donc, qu'est-ce qu'il commence par faire? Entrer en rupture. En rupture avec quoi? Mais avec toutes les conventions communes. Entrer en rupture avec quoi? Avec les vérités admises de tous et acceptées par tout le monde. Et c'est pourquoi donc, le philosophe, il part de la nécessité de soumettre, comme disent mes collègues en classe terminale, de convoquer, entre guillemets, ça me fait toujours sourire parce que même mon prof le disait il y a 30 ans, de convoquer au tribunal de la raison toutes les idées, toutes les opinions, toutes les croyances qui sont déjà préalablement installées en nous. Mais vous savez très bien que cette attitude critique qui caractérise le philosophe, elle trace la ligne de démarcation entre le philosophe et celui-là qui ne philosophe pas, et que dans notre jargon de terminal, celui qui ne philosophe pas, nous l'appelons comment souvent? L'homme du
Ben, l'homme du sens commun. Et vous avez vous-même, vous, la différence. Quelle différence y a-t-il entre le philosophe et l'homme du sens commun? C'est que face au monde, le philosophe est dans une attitude de doute, de questionnement, alors que l'homme du sens commun, face au monde, il pense que le monde est compris, le monde est connu. Et quelqu'un qui est persuadé que le monde est connu, compris, mais c'est quelqu'un qui ne fait pas un effort de réflexion, mais d'adhésion, parfois même émotionnelle et sentimentale aux vérités déjà établies. Rappelez-vous celui-là qui s'appelle Jostein Gaarde. Face au monde, comment le philosophe conçoit-il le monde? L'auteur de l'ouvrage Le Monde de Sophie, assez populaire parmi les élèves. Vous ne connaissez pas Le Monde de Sophie? C'est écrit par quelqu'un qui s'appelle Jostein Gaarde. Il dit que le philosophe, comment conçoit-il le monde? Il j'ouvre les guillemets, il dit pour le philosophe, le monde est mystérieux, énigmatique, étrange. Fin de citation. Et lorsque Jostein Gaarde dit, pour le philosophe, le monde est mystérieux, énigmatique, étrange, pour l'homme du sens commun, si je donne la parole à Bertrand Russell, il vous dira que le monde est fini, défini, évident. Voyez vous-même la différence? L'homme du sens commun, le monde est transparent comme un verre d'eau. Il est connu, compris, j'ouvre les guillemets, il dit, le monde, il est fini, défini, évident. L'autre, le philosophe, il dit, le monde n'est ni connu, ni compris. Au contraire, il est mystérieux, énigmatique, étrange. La conséquence, c'est quoi? C'est que la philosophie, je vous l'ai dit, elle va reposer sur ces trois piliers qui lui offrent son dynamisme essentiel. Et ces trois piliers, ces trois moteurs de la philosophie ne sont autres que le doute, l'étonnement et le questionnement. Mais je n'ai pas besoin d'insister. Celui qui doute, s'étonne, se questionne, c'est la même idée. C'est celui qui ne sait pas et qui cherche à savoir. C'est pourquoi Jostein Gaarde a la même question. Qu'est-ce qu'un philosophe? J'ouvre les guillemets. Il répond en disant, un philosophe, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde. Chers littéraires, vous comprenez le sens de l'expression. Quand il dit un philosophe, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde. Ne pas pouvoir s'habituer au monde signifie quoi, mes amis? Quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde. Donc c'est quelqu'un pour qui? Pour qui? Chers littéraires, vous n'êtes pas, comme je dis à mes élèves, des littéraires. Je dis souvent à mes élèves, vous n'êtes pas des littéraires, vous êtes comme vos grands-parents qu'on appelait tirailleurs, vous êtes des littéraires. Ils me disent pourquoi, je dis, mais parce qu'un littéraire sans littérature n'est pas un littéraire, c'est un littéraire. Un littéraire se nourrit d'abord de littérature. J'espère qu'à Fatick, je n'ai pas des littéraires en face de moi, mais de véritables littéraires. Et donc, quand Jostein Gaarde dit, encore une fois, un philosophe, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment pu s'habituer au monde, mais c'est quelqu'un pour qui, éternellement, le monde ne sera jamais définitivement compris. Ça veut dire quelqu'un, comme je l'ai dit, qui fondamentalement s'attend toujours à découvrir quelques mystères, s'attend toujours à éclairer des zones d'ombre. Ça veut donc, comme j'ai dit, quelqu'un pour qui le monde n'est jamais connu, le monde n'est jamais définitivement compris. Et c'est pourquoi, rappelez-vous Jacqueline Russe, nous disant très clairement que l'homme du sens commun, il est entièrement prisonnier. De quoi est-il prisonnier? Jacqueline Russe, elle dit, mais du cercle des évidences établies. Et en disant que l'homme du sens commun est entièrement prisonnier du cercle des évidences établies, mais vous l'avez compris, pour aller vite mes amis, cet homme-là, qu'est-ce qui le différencie du philosophe? La réponse, c'est qu'il s'élève presque jamais à la hauteur d'un usage critique de sa propre raison. Mais ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui très souvent passe son temps à dire oui. Or, ça vous le chantez par cœur, partout où je vais, dès que je dis Alain, je ne me pensais c'est dire non. Donc là où l'homme du sens commun passe son temps à dire oui, l'attitude du philosophe, elle est gouverné par le non, mais un non qui n'est pas nihilisme, un non de réflexion, de contestation et de remise en question. Rappelez-vous Alain. Je dis rappelez-vous comme si vous avez lu. Alain, de son vrai nom, Émile Chartier, il dit une chose très belle, chère littéraire, pour montrer que l'activité intellectuelle ne se manifeste presque pas dans le oui de Djéboulou et de soumission, mais dans le non de réflexion et de contestation. Il dit, j'ouvre les guillemets, lorsque la tête humaine, reprend son antique mouvement d'arrière en avant pour dire oui, aussitôt les rois reviennent. Il dit lorsque la tête humaine reprend son antique mouvement d'arrière en avant pour dire oui, aussitôt les rois reviennent. L'expression, mes amis, aussitôt les rois reviennent, signifie que le oui est synonyme de quoi? Aussitôt les rois reviennent, le oui est synonyme de quoi? D'esclavage, de servitude, de soumission, alors que le non, il est synonyme de quoi? De réflexion.
Regardez, il a tellement raison. Regardez celui qui dit oui, regardez celui qui dit non. Celui qui dit oui, mes amis, très souvent vous avez quel sentiment quand il fait comme j'ai fait tout à l'heure, d'arrière en avant pour se faire ça, comme j'ai vu un ami à gauche là-bas le faire tout à l'heure. On a quel sentiment, mes amis? Il fait qu'il est en train de dormir. Il n'a rien entendu. Est-ce qu'il s'est mis de nid? Et pourtant il est rendu. Donc le oui. Alors que le non, lui, il exprime quoi? Mais celui qui dit non, est-ce qu'il donne l'impression de dormir? Mais qu'est-ce qu'il fait, celui qui dit non? Il secoue énergiquement la tête. Ça veut dire que celui qui dit non, parce que pour dire non, ça signifie qu'on est en train d'écouter, de réfléchir. Donc c'est dans le non que s'exprime la réflexion, la critique et la contestation. Mais j'ai dit attention, même si penser c'est dire non, même si philosophie c'est dire non, ne confondez pas philosophie et nihilisme. Parce que j'ai dit, la philosophie repose sur un double mouvement, destruction, mais également reconstruction, rejet, critique, mais également argumentation. Rappelez-vous, Roger Paul III. Mais le Paul s'écrit, non pas P-A-U, mais P-O-L. Qu'est-ce que dit Roger Paul III? Dans son bel ouvrage qui s'appelle La Compagnie des philosophes. J'ai dit qu'il n'ont rien, il pas qu'est-ce qu'il dit. Donc dans un très beau livre qui s'appelle La Compagnie des philosophes, publié chez Odile Jacob en 2008. Les premières phrases sont tellement belles que de la même manière que vous retenez les longs morceaux de rap très compliqués, très endiablés, moi les phrases sont tellement belles qu'elles se sont gravées aussi dans mon esprit sans aucun effort. Que dit Roger Paul III? Les philosophes ne sont. Je l'avais cité ici. J'avais demandé que vous écoutiez, qui va me dire ça? Il va avoir 14 le 29 mai. Hein? Les philosophes, il dit, ils ne sont pas des poètes, ils ne sont pas des mages, ils ne sont pas des chamans. Qu'est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont simplement des aventuriers de la raison. Et quels sont les verbes qu'ils emploient? Philosopher, c'est quoi? C'est douter. Philosopher, c'est quoi? Soupçonner. Philosopher, c'est quoi? Réfuter. Avant argumenter, il y a un verbe. Non, Djambar là déjà. Récuser. Et après maintenant il ajoute c'est argumenter, c'est clarifier, c'est démontrer, clarifier et c'est établir. Bon, ça sert à clarifier en fait. Manma djoum yokuti établir. Hein? Donc vous pouvez citer enlever le établir. Quelqu'un a dû reprendre ça peut-être en ajoutant établir. Mais quand je le cité, Manma il dit c'est argumenter, démontrer, clarifier. Pour que la citation soit authentique. L'ouvrage, vous pouvez cliquer sur le net, le vérifier. Ça s'appelle La Compagnie des philosophes, Roger Paul III, Odile Jacob, en 2008. Mais c'est vrai que sur la clé d'enregistrement, quand il a distribué, quand j'ai réécouté moi-même, je me suis rendu compte que j'ai ajouté le verbe établir. En me disant, celui qui reprend ça, il va ajouter établir, alors que établir beaucoup. Argumenter, démontrer, clarifier. Il ajoute toujours des aventures de paroles résonnantes les rassemblent, puis aussitôt les séparent. Il dit toujours des aventures de paroles résonnantes, R-A-I, les rassemblent, puis aussitôt les séparent. Vous l'avez compris? Quand il dit des aventures de paroles résonnantes, les rassemble, puis aussitôt les séparent, ça veut dire que la raison, elle est à la fois le plus grand dénominateur commun, mais également le plus grand diviseur commun des philosophes. Elle est le plus grand dénominateur commun parce que la philosophie se veut fondée en raison rationnelle. Elle est le plus grand diviseur commun parce que cette même raison les amène à des conclusions contradictoires. Maintenant, cela nous permet d'en tirer tous la conséquence que la philosophie ne peut s'inscrire que dans des rapports de conflit, mais avec toutes les institutions établies, ça vous le savez. La philosophie, elle est une sorte d'ennemi public numéro 1, vous le savez très bien. Rappelez-vous le sujet du bac, mes amis, qui disait un père conseille à son fils qui s'inscrit en terminale, 2 points, apprenez la philosophie, mais méfiez-vous d'elle. Qu'en pensez-vous? Et lorsque le sujet du bac disait, un père conseille à son fils qui s'inscrit en terminale, apprenez la philosophie, mais méfiez-vous d'elle. Pourquoi le père lui demande de se méfier de la philosophie? Parce qu'il considérait que la philosophie est une activité dangereuse, gouvernée par le doute, par la contestation et par la remise en question des valeurs radicales. Ça veut dire simplement que dans la société, le philosophe, il est rejeté, marginalisé, critiqué. Pourquoi? Mais parce qu'activité gouvernée, non pas par le oui de soumission, mais par le non de contestation
notion de destruction. Rappelez-vous Nietzsche, quand on disait philosopher ses pensées, Nietzsche dit oui, lorsque philosopher ses pensées, ajouter ses pensées à coups de marteau. Et lorsque Nietzsche disait philosopher, c'est certes penser, mais c'est penser à coups de marteau. Mais vous l'avez compris, le marteau nietzschéen, il symbolise quoi? La volonté de transmutation des valeurs, la volonté de destruction radicale des vérités établies. Donc cette dimension subversive par laquelle la philosophie renverse l'ordre établi, mais vous permet de comprendre donc que le philosophe, il a une place marginale. Personne ne se demande est-ce que le médecin est utile. Personne ne se demande est-ce que le mécanicien est utile. Personne ne se demande est-ce que le maçon est utile. Mais dès que vous dites philosophe, ou on considère que c'est un individu dangereux, ou bien quelqu'un dont l'activité ne sert absolument à rien, qu'elle serait inefficace, parasitaire, pour parler le langage de Pierre Fougier-Wallace. Et vous savez bien que lorsque Nietzsche l'illustre lui-même, en disant que philosopher, c'est vivre dangereusement. Pourquoi c'est vivre dangereusement? Vous l'avez compris, parce que c'est avoir le courage intellectuel de dire non là où tout le monde dit oui. C'est avoir le courage intellectuel d'aller souvent dans un sens opposé à celui de tout le monde. Et vous savez que bon nombre de philosophes, ce courage-là, ils l'ont payé au prix de leur propre vie. Qui est le premier martyr de la philosophie, mes amis? Qui est le premier martyr de la philosophie? Celui qui a préféré mourir pour que survive et triomphe à la lumière philosophique. Mais c'est Socrate. Est-il mort de mort naturelle, mes amis? Il a été condamné à boire quel poison? La ciguë. Derrière des prétextes fallacieux que vous connaissez bien, parce que vous avez l'apologie au programme. Mais on va vérifier un peu. Quels sont les 3 chefs d'accusation à l'encontre de Socrate? Si vous ne répondez pas, votre professeur va être très fâché. Quels sont les 3 chefs d'accusation? C'est des prétextes fallacieux, on le sait. Mais comme vous l'avez au programme, on va réviser. On lui reprochait anti. J'ai pas dit ces accusateurs, mais les chefs d'accusation. Ces accusateurs, c'est Anétos, c'est Mélétos, c'est Lycon. Je parle pas des accusateurs, des chefs d'accusation. Madame, qu'est-ce qu'on lui reproche? Voilà, il y a des gens qui corruption de la jeunesse, ou bien ne pas croire au Dieu de la cité, et enfin, introduction de nouvelles divinités. Mais vous savez tous que c'est des prétextes fallacieux. Derrière l'enjeu, c'était quoi? C'était tuer la philosophie. Parce que Socrate, de plus en plus la jeunesse athénienne était rebelle et remettait en question les manquements de la démocratie athénienne. Ils ont dit, mais si de plus en plus les jeunes sont rebelles, rétifs, c'est la conséquence du travail de ce vieillard appelé Socrate. Et ils ont dit, puisque c'est Socrate qui développe la conscience critique des gens, Socrate vient, tu choisis, ou tu continues à philosopher, on te coupe la tête, ou tu renonces à philosopher et on te laisse vivre éternellement. Vous connaissez la belle réponse de Socrate, consistant à dire quoi? Je préfère mourir 1000 fois plutôt que de vivre une seule fois sans philosopher. Mais il faut l'ajouter. Dans le Criton, Platon dit très clairement que lorsque Socrate avalait les gouttes de ce poison, mais il avait le sourire aux lèvres. Et les gens étaient étonnés. Est-ce que vous en serez capable de dire comment quelqu'un qui sait qu'il va s'éteindre dans quelques secondes, mais il peut avoir la force de sourire? Et les gens étaient étonnés, à commencer, dit-il, par sa femme qui s'appelait Xanthippe, ses amis Alcibiade, Protagoras et les autres. Ils étaient dans les mois. Et Socrate était là, mais le visage radieux, souriant. Et ils étaient étonnés en lui disant, mais Socrate, comment cela est-il possible? Tu n'as pas peur de la mort? Socrate dit, je comprends que vous, que j'ai le sourire aux lèvres, soit quelque chose d'extraordinaire pour vous. Parce que mes amis, dit-il, malgré vos murs, vos nafila et vos ramadans, tout ça, vous avez peur de la mort. Et si vous avez peur de la mort, c'est parce qu'au fond de vous-même, vous êtes persuadé que la mort est la fin de toute chose. Et Socrate leur dit, or, moi, il y a longtemps que j'ai compris que la mort n'est pas la fin de toute chose, elle n'est que la séparation de l'âme et du corps. Socrate leur dit, ce que vous allez mettre dans ce tombeau, c'est mon corps. À peine vous l'aurez enfoui, que mon âme va s'en échapper pour retourner d'où elle vient. Et Socrate leur dit, je ne peux pas avoir peur de la mort, parce que toute ma vie n'a été qu'une préparation de cet instant par lequel, définitivement, l'âme se libère de la prison du corps. Et Socrate dit, mes amis, vous n'êtes pas intelligents, parce que vous voulez tuer un Socrate, mais vous oubliez quoi? Que j'ai déjà semé les graines de la philosophie dans la conscience de milliers de jeunes athéniens. Et donc vous tuez un Socrate, mais dans quelques années, quelques siècles, 1000 Socrates vont germer partout dans le monde, au point que vous n'avez pas l'intelligence de comprendre que quand un Socrate meurt, c'est pour que vous ayez 100 000 Socrates partout dans le monde. Et j'ai moins envie d'ajouter que Socrate
a tellement raison que sa mort, on doit en rire. Pourquoi on doit rire de la mort de Socrate? Parce que j'ai l'habitude de dire, la mort de Socrate, c'est une défaite de la mort et une victoire de la vie. Socrate ne peut pas mourir. Pourquoi sa mort est une défaite de la mort et une victoire de la vie? Parce qu'il a accédé à l'immortalité symbolique en semant les graines de la philosophie et que jusqu'à la fin des temps, il survivra éternellement dans la mémoire et dans la conscience des hommes. Bref, mes amis, nous allons franchir notre 4e étape. Vous ne dormez pas, mes amis, malgré en disant que si la philosophie n'est donc que réflexion, ou bien comme dit Grégoriev, si le philosophe ne sait rien, si le philosophe n'est possesseur, détenteur d'aucune vérité, cela donne à la philosophie un privilège. Quel est le privilège qui est l'apanage de la philosophie? C'est de pouvoir interroger l'ensemble des savoirs humains disponibles. Mais parce que quand il me demande de venir vers vous, il sait que je viendrai. C'est pourquoi il m'a demandé de venir et je l'accepte de venir. Ça veut dire quoi? Il met la politique au service du développement de sa propre communauté. Soyez reconnaissants, applaudissez les efforts, mais surtout, priez pour lui. Moi je prie qu'il devienne ministre, qu'il devienne premier ministre et qu'il devienne le 2e président de la République. Amen. Merci, professeur. Je crois que les élèves ont compris. L'assistance a bien saisi le message. Parce que justement, El Hadj Souleye n'est pas de la trame des démagogues qui voudraient transformer nos populations en bétail électoral. Il s'agit de participer à leur formation, d'apporter sa pierre à l'édifice, puisque aucun savoir n'est savoir sans le postulat de la construction. Et le matériau dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont ces esprits-là, mais aussi des débats de cette nature. Donc, El Hadj Souleye, Man Diouf, Fatick ne cessera jamais de vous remercier. Les populations fatickoises sont heureuses d'avoir un fils comme toi, qui ne pense pas d'abord à soi, mais qui pense d'abord aux autres. Et c'est cela la marque de la culture. Parlant à la suite du professeur Songué, c'est toujours une activité laborieuse, périlleuse et à la limite même délicate. Quand on sait toute l'expertise qu'il a su développer, mais aussi toute l'estime qu'il a su faire émerger de la part des jeunes cœurs que vous êtes. Les élèves du Sénégal aiment écouter le professeur Songué. Pourquoi? Puisqu'il nourrit la passion qu'est la philosophie. La philosophie n'est rien sans la passion. Et il me semble que rien de grand ne peut se bâtir, ne peut se construire sans la passion. La passion, c'est un sentiment, mais c'est un sentiment plus développé que tous les autres sentiments. Et les 3 figures que je pourrais ainsi nommer sont celles de Gargantua, de Rabelais, de Don Juan de Molière et de Harpagon de Molière. Ils sont tous saisis d'une passion, d'un désir. L'un, le désir du savoir, l'appétit cognoscendi dont parle Descartes, l'amour du savoir. L'autre est saisi par la métaphysique de la femme. Il aime la femme, Don Juan. Il va courir, faire le tour du monde pour aller à la conquête de la femme. Et Harpagon qui aime l'argent. Mais dans tous les cas, ces 3 passions partagent le désir, qui n'est pas l'envie, parce que vous le savez très bien, l'envie cesse avec la satisfaction, mais le désir est profond. Heureusement, voilà pourquoi la philosophie va se définir comme désir du savoir, celui qui se met à la conquête de la philosophie, cela le met donc dans une perspective
de conquête, d'activités interminables, puisque le savoir ainsi considéré est l'horizon vers lequel nous tendons et que nous n'atteindrons jamais. Songé a fini de marquer les différentes étapes qui rythment le mouvement continu de la définition de la philosophie. Et on ne cessera pas on ne peut pas se lasser d'en parler en convoquant Socrate, mais aussi en convoquant Gilles Lachelier, qui ont montré effectivement que la philosophie se définit par son indéfinissabilité. Vouloir définir la philosophie, c'est tuer la philosophie, puisque la philosophie n'est pas un savoir. Althusser avait l'habitude de le préciser. Il dit qu'à la rencontre des philosophes, on échange des arguments. Et à la rencontre des sciences, on échange des connaissances. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour échanger des connaissances, mais nous sommes là pour marquer comment l'esprit humain a su faire prévaloir le désir d'intelligibilité qui l'habite. Parce que tout le monde le sait, entre l'homme et le monde, entre l'homme et la nature, il y a toujours un rapport conflictuel. Et Pascal avait fini d'en rendre compte quand il parlait de ce silence éternel des espaces infinis qui m'effraie. Et c'est cette frayeur dont vous avez parlé tout de suite en faisant la différence entre la peur qui paralyse l'esprit et l'angoisse qui est la crainte du pire, qui constitue le creuset à partir duquel doit jaillir l'étonnement qui est considéré comme étant la source jaillissante du philosopher. Voilà comment comprendre que philosopher, c'est une entreprise de conquête, mais de conquête interminable. C'est une course haletante et pénible vers la vérité, mais la vérité ne s'inscrit pas dans la possession, mais elle s'inscrit toujours dans la conquête, mais dans une quête aussi inquiète. Donc, professeur Songé, les différents domaines qui structurent le programme de philosophie, le domaine 1, la réflexion philosophique, le domaine 2, la vie sociale, le domaine 3, l'épistémologie, le domaine 4, l'esthétique, ne sont rien d'autre que la marque de la philosophie, qui est le questionnement, l'interrogation sur toute l'expérience de la vie. Puisque quand la philosophie s'interroge sur elle-même, elle marque ce mouvement de retour de la pensée qui revient sur elle-même. On parle de réflexion. Mais cette réflexion n'est pas examen pour posséder. Et cette réflexion n'est pas un savoir. Cette réflexion ne promeut pas la connaissance, mais c'est dans une perspective de promouvoir l'enquête, le questionnement, l'interrogation. Et de ce point de vue, la philosophie se définit par rapport à ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas la science, elle n'est pas la morale, elle n'est pas l'art, elle est enquête, elle est réflexion critique. Et cela nous permet de convoquer Marcien Toa, qui parle de cette critique sans complaisance qui porte sur l'héritage culturel et philosophique. Vous vous en rendrez bien compte. Aujourd'hui, nous autres enseignants, nous voudrions adopter l'attitude stérile du spectateur qui consiste à développer les concepts de manière mécanique et militaire. Et j'estime que cette invitation qui a été faite au professeur Songé nous permet de comprendre effectivement que l'activité philosophique ne se déroule pas simplement dans les salles de classe, mais il faut l'ouvrir au public. Et c'est ce public pluriel et divers qui permet d'apprécier fondamentalement ce que nous faisons dans les classes. Et je crois que la présence du directeur du CRPE ici le confirme. L'activité philosophique n'est pas le propre de l'élève, l'activité philosophique n'est pas le propre de l'enseignant, l'activité philosophique est le propre de l'homme. Voilà fondamentalement ce sur quoi je voudrais terminer mon propos, parce que justement, à partir de 21h, j'ai une conférence à Kermel-Diabel et je voudrais être citoyen de la Laconie et véritablement m'installer dans cette sphère de cultiver le silence pour tout simplement maintenant charger encore mes batteries. Donc je remercie toute l'assistance, je remercie tous les élèves, je remercie le président du mouvement La Main de l'Espoir, Elhadji Souleymane Diouf, qui n'a ménagé aucun effort pour promouvoir la connaissance, mais aussi pour promouvoir certaines activités qui montrent effectivement que la politique n'est pas simplement destinée à tromper les hommes, mais la politique doit donc s'arroger de ce droit qui est de diriger les hommes et de les administrer. Je vous remercie.
Sen TV, partout dans le monde. Mais man maa ngi kontaan loolu aussi nag seen ñëw fii waa Sen TV. seen télé bi yàlla na ko yàlla télé bu mag te bu dee télé bu mag tam yàlla leen jig te bu leen jigee yàlla jig seen i soppe yàlla mën na ko te bu ko defee dina ko ci fekk yàlla na ko yàlla def. Regardez Sen TV au Sénégal, le frère. Sen TV Sénégal. Sen TV Sénégal, meilleure télé. C'est la France qui vous le dit. Fatick mi ngi dund de mais du point de vue communication Sen TV ngi def lu mu ci ayib. ne serait-ce que pour ça rek war na tax ba ñu jàppale leen bu baax ndax ñu mën a créer pourquoi pas une télévision régionale te defe naa loolu sax mooy seen mébét ñu dem ba am fi une télévision privée régionale boo xamante ne yeneen télé yu fi nekk ci dëkk bi duñ leen yóbbul dara. encore Sen TV nooy mooy coosaano ay waayo. ñi nga xamante ne yéenay génn xibaar yi ba ñëpp di si teg seen bëtam yal na leen yàlla defal na may leen ndam may leen ay matuwaay yoo xamante ne fi ñuy dégg ñëpp dinañ leen fa dégg. Sen TV partout dans le monde. yéen tamit ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ñaanal seen liggéey bi ci kaw si kanam rek. Sen TV Sénégal. Kamfuda Sen TV. Parce que Sen TV côté Ndjegu. Moi personnellement je vous conseille de regarder Sen TV au Sénégal. Salaamaaleykum mbokk Sénégal wóoratul bañ a seetaan Sen TV man la Michel Berlo from Moscou mooy Pass My Dream Sen TV ñoo ngi seetaan Sen TV. kin ko anda cosaan a sidik maa ngay ngeen. Spécial Ramadan sur la Sen TV. Sen TV vous souhaite Ramadan Moubarak.